Merci pour votre fidélité au programme de Gabon 24. C'est l'heure de votre émission de l'actualité sportive Multisport 24. On va faire une espèce de bilan du sport gabonais depuis 64 ans. Pour en parler avec moi sur ce plateau, Freddy Koula Moussavou, il est président de l'Atlético Club, un club de football féminin. Atlético Akanda plutôt. Atlético Akanda, voilà, j'y arrive. Freddy, bonsoir et merci. Ça fait quand même un moment. Hein. Oui, je suis bien heureux de revenir à Gabon 24. C'est la maison mère. Ça fait quand même, c'est un gros plaisir de revenir là. C'est un endroit qui m'est familier. Je suis bien heureux de te retrouver, toi, et tes belles cravates vertes. Ah, merci. Ça va, on est un peu copié-collé. Oui, un peu copié-collé. On est aux couleurs de l'environnement. Sauf avec le Parisien. Et puis, oui, juste à côté, Rodnan Vono, rédacteur en chef à Gabon 24. Rodnan, merci d'être là. On sait qu'il y a des bonnes nouvelles, forcément, puisque vous étiez à Paris, notre envoyé spécial, sur place. On va parler justement de ce bilan des Gabonais, justement, et la suite pour les athlètes et le sport gabonais de manière générale. Oui, Gaël, il faut bien parler d'une suite parce que, rappelons-le, au sortir de ces Jeux olympiques-là, la question que l'on se pose, c'est que fait-on des 10 boursiers olympiques? Parce que la tâche pour ces 10 athlètes-là, c'était de se qualifier pour les Jeux olympiques. Donc maintenant, on a des athlètes qui sont bientôt trentenaires. On en a d'autres qui sortent à peine de la dizaine, donc qui ont quasiment 20 ans. On a même une athlète qui n'a même pas encore 18 ans. Il faudra certainement pour les autorités gabonaises voir comment gérer ces athlètes-là. Est-ce qu'il faut renouveler la bourse? Parce qu'à un moment donné, le bilan est déjà fait. Maintenant, à nous de tirer les conséquences. 10 athlètes boursiers olympiques, quasiment 50 millions par athlète. Là, c'est juste pour leur fonctionnement. Et ensuite, on a quasiment 10 à 25 millions quasiment pour les centres de perfectionnement. Maintenant, il faut voir. Parce que on parle des chiffres par an, par mois, par semaine, par jour? Par an. Par an. 50 millions par an pour les athlètes. Ensuite, il y a... Pour chaque athlète? Pour chaque athlète. D'accord. Donc, en gros, on est dans les 800 millions par an pour 10 athlètes. Et en 2024, le Gabon n'a pu qualifier qu'un seul athlète boursier. C'est quand même assez dommage. Nous, on va faire le bilan justement du sport au Gabon, puisque nous célébrons, et nous sommes dans la fièvre toujours, de la célébration des 54 années d'indépendance du Gabon. 64. On fera le bilan des JO aussi un peu. Oui, hein, on va en parler forcément. Non, 64 ans déjà que le Gabon existe. Le sport avec Freddy Koula, peut-être comme ça quelques dates pour commencer, pour planter le décor qui reviennent dans l'esprit quand on parle de sport au niveau du Gabon. Non, mais j'ai une licence en histoire, mais je n'ai pas eu la chance de continuer en faisant un master en histoire du sport. Mais ce qui est intéressant, le parallèle qu'on fait avec le développement du sport gabonais, c'est surtout qu'il y a dans notre petite histoire, parce qu'en réalité, on n'est pas une grande nation sportive, contrairement à ce que l'on peut penser de l'intérieur. On est une nation qui est une nation de talent, de gros talents individuels de temps en temps d'ailleurs. Petit ricochet, ça m'est arrivé, j'étais il y a 2 ans au Congo et puis un Congolais me demandait mais comment un petit pays comme le Gabon, vous êtes à peine 2 millions, vous arrivez à nous sortir des talents, que ce soit les footballeurs, alors, les dites-nous pour les téléspectateurs qui nous regardent, vous dites qu'on n'est pas un pays sportif mais de talent. C'est ça, on n'est pas un grand pays de sport parce qu'en réalité, on n'a pas la culture du développement du sport à grande échelle, on n'a pas un grand contingent d'athlètes chaque année qui vont compétir en compétition internationale et qui gagnent. Donc ça veut dire que derrière, malgré la volonté qu'on a, on est dans un pays où les gens sont naturellement passionnés. C'est vrai qu'il y a eu, avec le choc civilisationnel et surtout le choc culturel avec que ce soit la colonisation, les Français qui nous ont un peu ramené, là on parlera en football du révérend Père Lefebvre qui a ramené le football, mais c'est vrai que bien avant, tout le développement autour du sport, les sports globaux sont liés à l'expatriation, c'est-à-dire que tous les Gabonais ou les enfants issus de l'immigration qui ont vécu en France, qui venaient, ou qu'il s'agisse des missionnaires, ce sont eux qui ont importé ce savoir-faire. Et pour la plupart du temps, les premiers grands athlètes qu'on a eus, qu'il s'agisse de Madame Odette Kingbo, qui faisait un peu tous les sports, mais surtout le lancer de poids, c'est quelqu'un qui a vécu à l'étranger d'abord. Elle était d'une famille aisée, globalement, la famille Mistoul, qui, elle, envoyait ses enfants à l'étranger. Et la plupart des enfants Mistoul ont eu de belles carrières sportivement. Il y en a un qui a été footballeur international. Madame Kingbo elle a fait les Jeux Olympiques, elle a fait le lancer de poids, elle faisait d'autres sports. Quand on regarde un peu dans l'histoire de notre sport globalement, discipline, à partir de 1970, 1980,
outre le football, les autres disciplines individuelles notamment, c'était des athlètes, grosso modo, qui avaient de la chance d'avoir des parents qui leur permettaient d'être en contact avec ceux qui pratiquaient ce sport de haut niveau. Et en parlant des dates, c'est vrai qu'il est difficile, si on met de côté le football, d'avoir de très très grandes dates sportivement, mais qu'il s'agisse de la boxe, notamment au début des années 80, qu'il s'agisse aussi et surtout, on parlait d'athlétisme, notamment le début de participation aux Jeux Olympiques des Gabonais, il y a eu à chaque fois des essais, des tâtonnements, mais très peu de succès, jusqu'à ce qu'on arrive certainement au plus grand succès chez les athlètes individuels, qui est Anthony Obam, qui a remporté sa médaille en 2012. Et après, derrière, bien avant, il y a eu des succès continentaux. Rudy Zangmilan en athlétisme, qui est certainement la première plus grande athlète qu'on ait eue sur le continent, qui a remporté les championnats d'Afrique sur le 100 mètres. On a eu également des boxeurs qui ont été très bons. L'époque, Nzéoumou Fombi notamment, avec des boxeurs qui ont été très très bons en championnats africains, avec des mises au vert qu'il faisait un peu partout dans le pays. Il y a donc, comme ça, il y a eu des mouvements sporadiques de développement discipline par discipline, de façon hétérogène. Et puis derrière, il n'y a pas eu une continuité parce qu'il n'y a pas eu une vraie politique. Et on va en discuter. Le vrai problème du sport, c'est qu'il faut se donner des terminus, ce que les historiens appellent les terminus ad quo et les terminus ad quem. Donc il faut se dire qu'on a sur un plan de développement, on dit, si là on est en 2024, on se dit, dans 10 ans, on va pouvoir avoir un cru d'un certain nombre d'athlètes, discipline par discipline, on investit sur ces disciplines-là en fonction des priorités, ce qu'on n'a pas réussi à faire, même s'il y a eu quand même pas mal de moyens dépensés dans ce sens. Qui a été injecté dans le sport globalement et surtout dans le football. Notamment le football, puisque beaucoup se plaignent et se disent que les autres sports sont délaissés au détriment du football. On va en parler tout au long de cette émission. On va d'abord aller regarder le débrief de la semaine proposé par Romain, qui justement fait un panorama du sport au niveau du Gabon. Pour quel résultat on regarde 64 ans, pour quel résultat de sport? On en parle avec le débrief. Bonsoir à vous Gaël et bonsoir à ceux qui vous accompagnent sur le plateau de Multisport 24. Ce soir, nous sommes dans la fièvre de l'indépendance du Gabon, 64 ans plus tard, et un football toujours aussi instable parce que oui, on parle du football et des équipes nationales masculines et féminines en général et surtout de l'équipe fanion masculine en particulier. Où que l'on aborde la question du championnat national, on a l'impression de ne pas avancer du tout ou à la limite de faire du surplace. Rendez-vous compte, de toute l'histoire de l'équipe nationale masculine, le meilleur résultat est un quart de finale. Un exploit quand même réalisé à 2 reprises, mais 2 reprises seulement dans l'histoire du pays. La première de ces éditions, c'était en 1996 sous la conduite de Alain da Costa Suarez, coach national gabonais. Et la seconde, c'était en 2012 ici au Gabon sous les ordres de Guerre Notre-Rore. En dehors de ces 2 fois, le pays enchaîne des performances en dents de scie, participe pas, se qualifie pas, fait bonne figure, fait pâle figure. D'ailleurs, le Gabon n'était même pas à la qualification, n'était même pas qualifié, voudrais-je dire, pour la CAN qui s'est déroulée du côté de la Côte d'Ivoire récemment encore. Mais espère quand même se qualifier pour la prochaine. Doit-on parler du National Football D1 et D2 à l'arrêt depuis maintenant 2 ans? On n'est même pas sûr d'ailleurs que cela reprenne, comme cela a été annoncé à grande pompe par la tutelle. On parle de septembre, sauf qu'on est déjà en août et même plutôt fin août, et toujours pas la moindre trace d'une reprise. Pas de calendrier, pas de visite médicale, pas de communication autour de cet événement, autour de la reprise du championnat, quelle qu'elle soit en fait. Disons-nous la vérité, Gaël, ça ne reprendra pas en septembre en tous les cas, avec tout ce qui a été investi quand même comme fonds depuis 2012, surtout avec ces gros montants qui ont été annoncés en milliards de francs CFA pour professionnaliser le championnat national. Pourquoi être parti du mode de fonctionnement club-entreprise que l'on connaissait très bien et qui fonctionnait plutôt bien pour aller à ce mode un peu opaque où les clubs vivent au crochet exclusif de l'État? C'est la question à plusieurs milliards de francs CFA. En tous les cas, le football gabonais aurait bien besoin d'une restauration à l'heure de la transition, Gaël.
Merci à Romaric. Le football gabonais aura bien besoin d'une transition, surtout à l'heure de la transition. Ronan Vono, c'est clair. On va s'arrêter d'abord sur le football parce que c'est le sport le plus populaire, c'est le sport roi. On a une équipe nationale, on a eu de belles générations jusqu'à présent, mais malheureusement, le Gabon n'a pas encore atteint ce niveau, n'a pas encore dépassé cette barre des quarts de finale d'une Coupe d'Afrique des Nations importants. Freddy nous le disait, ce n'est pas le talent qui manque. Je pense qu'en 2012, on aurait dû passer un cap. Parce qu'après la CAN, il y a eu beaucoup d'engouement. Souvenez-vous que dans de nombreux pays, lorsqu'on organise une compétition majeure comme une Coupe d'Afrique ou bien l'Euro ou encore la Copa, généralement le nombre de licenciés souvent augmente. Explose. Et l'un des cas les plus patents, c'est la Coupe du Monde 2019 en France. La Coupe du Monde féminine. Féminine en France. Et même les Jeux Olympiques 2024 là. Vous avez remarqué que dans beaucoup de disciplines, il y aura une forte augmentation de pratiquants, que ce soit sur le plan amateur d'abord et sur le plan professionnel, on va dire. Mais malheureusement, après, il y a eu un modèle économique qui a été vendu au Gabon, celui du football professionnel. Et je parle sous le contrôle de Freddy. Freddy Koula, le président quand même d'une... Avant d'être président, pas que j'ai été journaliste, il a été, voilà, dans une ancienne vie, il a été journaliste et il a fait partie de cet écosystème-là, voilà, de cette organisation. Et malheureusement, pour beaucoup, je crois qu'il n'y a pas forcément, moi je pense, et c'est mon avis, et je le dis ainsi, on n'a pas forcément mis les garde-fous. Parce qu'il y a eu beaucoup d'argent sorti des caisses de l'État, et puis on s'est retrouvé dans une situation où on avait, si je peux le dire, des fonctionnaires footballeurs. Ou du moins, voilà, parce que c'est l'État, a priori, qui payait les salaires des joueurs. Est-ce qu'il y avait un modèle économique? Est-ce qu'il y a un modèle économique qui avait été pensé autour de cette professionnalisation du football? Parce que, rappelons-le, si on va même au-delà, au Gabon, on a 3 ligues professionnelles. Le basket, en basket, la LINAB, en football et en handball. Mais pour autant, je vous assure que ça n'a pas fonctionné pour les 3 ligues. Aujourd'hui, si on me dit qu'il y a une ligue qui a pu mettre en place un championnat sur un et il n'y a pas eu de souci, je mettrai ma main au feu. Pour preuve, aujourd'hui, en basket, la ligue même, le bureau n'est plus légitime. La LINFP, en handball, le bureau a été refait, mais il n'y a pas de moyens pour quoi que ce soit. Donc, en gros, les 3 ligues nationales professionnelles n'ont pas de moyens pour organiser des championnats. Donc, est-ce qu'il ne faut pas revoir, et moi je pense que c'est la meilleure des choses, revoir tout l'écosystème, d'abord le modèle économique de nos sports. Alors, Freddy Koula, rapidement, puisqu'il n'y a pas que le football, on va parler des autres disciplines également. Ronan vient de peindre un peu ce tableau qui n'est pas très reluisant quand on parle de football. Peut-être parler tout de suite des perspectives. Qu'est-ce qu'il faut finalement que l'on fasse pour essayer d'arranger tout ça? Après, je comprends bien l'idée qu'on ne va pas s'éterniser sur le football, mais en réalité, on pourrait passer une quarantaine de minutes à parler de football. Pourquoi? Parce qu'on est dans un pays où, en fait, on a énormément investi sur le football. Et le football et les mots du football sont toutes proportions gardées de façon systématique. Et même si derrière, il y a des différences au niveau des financements, ce sont quasiment les mêmes mots que subissent les autres sports. C'est un cas pratique. Et on a le droit de discuter pendant une quarantaine de minutes sur le cas pratique. Parce que si on commence à faire discipline par discipline, on ne va pas s'en sortir et on n'aura pas des données qui seront quantifiées et chiffrées. Les mots du football, ce ne sont pas des mots qui datent il y a 14 ans. Honnêtement, parce que en 2012, c'était déjà l'idée de professionnaliser le championnat, c'était une idée qui était fondamentalement bonne. Il y a eu les jalons qui ont été posés, c'était à l'époque d'ailleurs Séraphin Mondonga qui était ministre à l'époque quand on a professionnalisé, qu'on a emmené des experts espagnols. Ce qui est certain, c'est que le modèle en lui-même avait été pensé. Moi, j'avais eu la chance d'avoir discuté avec M. Ferrer et Alejandro qui pilotaient le projet à l'époque. Et il m'expliquait un peu les perspectives du développement de notre football au bout de 5 ans. Ce qui aurait pu, si par exemple le championnat national de football, les championnats nationaux de football avaient marché, ce modèle-là aurait été applicable à petite échelle sur le basketball et sur le handball. Donc, ce qui signifie que
La solution qui avait été trouvée d'injecter énormément d'argent à des professionnels du championnat, c'était pour répondre à la problématique des ressources dans le monde du sport et du football. C'est pourquoi, en réalité, ils avaient trouvé des combinaisons. Il est vrai que les 3 premières années, après tout l'engouement qu'il y avait eu autour de la CAN 2012, il y avait cette volonté d'injecter massivement de l'argent pour permettre aux clubs, c'est-à-dire aux associations, et ce n'est pas que les associations de football, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui sont omnisports, comme Manga Sport, qui est un excellent modèle, permettre aux associations de s'autonomiser, d'arriver à développer leurs propres infrastructures, ensuite derrière à développer la formation avec cette manne financière, puis financer leurs propres compétitions. Il s'avère que le bilan, quand on regarde de près, si on fait un bilan du sport et du football en lui-même, il faut regarder également le bilan des associations qui ont été financées, pas que le bilan des ligues qui, véritablement, dans leur gestion, n'était que dans le fonctionnement et dans l'utilisation de l'argent qui a été versé. Quand on regarde un peu les associations sur les 20, 30, 40 dernières années, parce que le financement du football ne date pas d'il y a 15 ans, parce que c'est vrai qu'à dose homéopathique, moi je me souviens en 98, quand Mounadji 76 monte en première division, ils avaient une subvention de 45 millions à peu près, plus 5 millions. Au fil des ans, cette subvention-là est restée un peu à 45 millions, ça venait, ça ne venait pas, il y avait déjà des problèmes en 2002, en 2003, en 2005, ce qui a eu pour conséquence également un délitement de la sélection nationale. Souvenez-vous qu'on a eu quand même un gros désert entre 96 et 2000, on n'a pas été à la CAN, ça a été 4 petites années, mais le gros désert, c'est entre 2000, après la CAN en Afrique du Sud, et 2010. On a passé une dizaine d'années. Quand on regarde dans le fond, c'est en fait là la plus grande dégringolade du football gabonais. C'est là que de moins en moins de gens allaient dans les stades, c'est là que de moins en moins de clubs étaient structurés, et il y a eu le début du réveil avec Téléstar, parce que Téléstar s'est réveillé, parce qu'il y avait un homme qui avait de la chance d'être un passionné et ADG d'une société nationale qui brassait énormément d'argent, Gabon Télécom, et cet engouement-là a réveillé aussi d'autres baobabs du football que sont M. Ngari et M. Asseli, qui sont en réalité aussi, on parlera certainement de l'impact politique dans le développement de notre sport, qui sont aussi ceux qui ont été des grands piliers, à la fois positivement, mais à la fois négativement parce qu'il y a eu des contingences au milieu. Bref, donc je disais en gros que toute cette fameuse manne financière qui a été injectée dans le sport aurait dû être à destination du développement des associations, des structures des associations. Parce qu'en réalité, dans plein de pays comme la France, le modèle de subvention des clubs et des associations, c'est pour pouvoir développer d'abord les fondamentaux. Et le fondamental pour un club, pour une association, quand tu reçois, et ça a été le cas en 2012 et 2013, quand tu reçois à peu près 300 millions à l'année, il faut être, excusez-moi du terme, il faut être complètement barge, pour ne pas avoir même son propre terrain au bout de 2 ans, au bout de 3 ans. Or, on se retrouve, en faisant le bilan du début de cette professionnalisation, en football notamment, avec des clubs qui ont eu des subventions pendant 4 ans, 5 ans de façon régulière et qui n'ont même pas un stade d'entraînement. À ce moment-là, tu comprends en faisant le parallèle que à la fois le modèle n'était pas forcément mauvais, mais à la fois dans l'exécution, dans le contrôle, dans la gestion et surtout dans la projection. Il y a également des choses à redire. Il y a des choses à redire. Frédéric, on va avancer justement. Ce que vous dites est très intéressant puisqu'on parle du football, sinon du sport gabonais de manière générale, avec toute cette manne financière qui a été injectée dans le sport, mais malheureusement se trouve encore au point zéro. On va évoluer puisqu'on va regarder avec notre pépite du Desk Sport qui nous a concocté quelque chose dans l'entretien de la semaine qui était adressé à Ruth Glénat qui a fait un tour du côté des USA. Oui, il n'y a pas que le football. Dans la vie, il n'y a pas que le foot, il y a aussi du basket. Voilà, il y a aussi du basket et on va regarder et on se trouve derrière. Elle a été invitée donc par les grands noms du basketball américain, notamment en NBA, plus précisément lors de la Summer League, donc les tournois d'été avant la saison régulière. Donc Ruth est avec nous cet après-midi et on va discuter avec elle de plusieurs choses concernant le basketball et l'évolution même de la balle orange au Gabon. Bonjour Ruth. Bonjour. Ça va? Alors, tu étais aux États-Unis. La Summer League, donc les tournois d'été, ça s'est passé comment? Côtoyer les grands noms du basket, surtout les entraîneurs des Lakers en plus. Ouais, c'était une très belle expérience sur le point de vue basketballistiquement parlant et sur le plan humain également. C'est un tournoi fermé, on va dire. Raconte-nous un tout petit peu ton passage, ça s'est passé comment? De manière générale, la Summer League dure 2 semaines. Après, il y a plusieurs tournois, mais celui dans lequel j'étais a duré 1 semaine. L'équipe
a un programme d'entraînement, un programme de match. Et on se retrouve. Avant le match, il y a un meeting entre entraîneurs. Déjà, ce qui m'a le plus choqué, c'est le nombre de coachs dans le staff. Ouais. Moi, Ah bon? j'étais le 11e coach. Wow. Donc, il y a l'entraîneur-chef qui a ses 5 adjoints et les 5 adjoints ont des adjoints. Il y a un coach qui s'occupe de la défense, l'attaque, et il y a un coach qui s'occupe de la vidéo, il y a un coach qui s'occupe du développement des joueurs. Et ces coachs-là, ils ont des assistants. Parce que le basketball, c'est tellement large, il y a trop de choses à travailler. Du coup, il faut avoir un bon staff fourni. Au-delà du staff, il y a aussi la manière de travailler, parce qu'ils ont les moyens qu'il faut. On s'entraînait dans le gymnase d'une école de gymnase. Il y a 3 terrains et il y a un 4e terrain, en fait. Donc du coup, il y a assez d'espace pour travailler avec les joueurs. Il y a assez d'espace pour travailler les joueurs. Les joueurs ont le matériel qu'il faut. Ils ont les coachs à leur disposition. La séance d'entraînement est divisée en 4. Il y a la première partie avec les joueurs où on a une séance vidéo, d'accord. Et après, il y a une partie où c'est le préparateur physique qui vient faire son travail. Il vient réveiller les joueurs, les muscles, tout. Après, maintenant, les assistants, en fonction de ce qu'on a décidé de travailler à l'entraînement, on fait des mini-groupes. Nous, on avait toujours l'habitude d'avoir 4 mini-groupes d'abord. Et après, maintenant, on fait du jeu dirigé. Donc, c'était à moi de savoir si je voulais aller dans l'exercice où là, on travaille la défense, on travaille l'attaque. En même temps, je devais prendre des notes. J'étais un peu partout. Donc tu rentrais avec un bagage. Aujourd'hui, Ruth, tout ce que tu as pu apprendre, comment tu vas faire pour le rendre sur le terrain, notamment avec les jeunes basketteurs? Bon, en principe, je dois, d'ici quelques semaines, avoir une réunion avec les coachs qui voudront bien venir, que je leur fasse un rendu de ce que j'ai pu apprendre là-bas, ce que j'ai pu noter de bon afin d'aider le basketball gabonais. Mais ce qu'il faut que les coachs sachent, c'est que le basketball, c'est d'abord l'anglais. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait là-bas, on l'a fait en anglais parce que c'est les États-Unis. Et ce sont presque les mêmes termes techniques et tactiques qui se répètent partout. Bon, tu as d'abord fait le Rwanda avec la Basketball Africa League. Et là maintenant, c'est la NBA. Ça fait quand même 2 grosses expériences, Ruth. Est-ce que tu as un sentiment de fierté pour le basketball gabonais? Vous savez, quand je suis allée au Rwanda, c'était vraiment... Ça m'a fait rêver. Ça m'a fait croire encore plus en moi. Et là, je suis aux États-Unis. Je suis à 100 000% motivée à faire plus. Basketball gabonais, on a beaucoup de choses. On a beaucoup de problèmes, on a beaucoup de choses. Donc, il faut vraiment que les gens essaient de voir pour les jeunes. Mettons-nous ensemble, travaillons pour les jeunes. Parce qu'on ne va pas se mentir, là, il y a les filles qui devaient aller jouer la zone 4, mais elles n'y sont pas. C'est vraiment dommage, c'est une compétition assez majeure. Et moi, ça me fait un peu mal, mais bon. Je pense que les choses vont changer. D'accord, les choses vont changer. Un dernier mot, ton souhait pour le basketball gabonais? Moi, je souhaite que les dirigeants et que les amoureux de basket gabonais se retrouvent et se parlent afin que les choses aillent de l'avant. Nous avons beaucoup de talent, beaucoup de potentiel. Et si moi, depuis ici, charbonnage, j'ai pu arriver à la Summer League, c'est que beaucoup d'autres peuvent le faire. Ça, c'est grâce au travail. Et comme je dis souvent, le fort de l'homme, c'est le mental. Donc, il faut rester motivé et concentré. Et faites l'école, quand vous réussirez, ils auront besoin de vous. D'accord, merci. Merci beaucoup, Ruth. J'espère que tu iras quand même un jour être entraîneur en NBA. C'est l'objectif ultime. Enfin, WNBA. WNBA, Voilà. NBA, c'est l'objectif ultime. Voilà, d'accord. Merci. Allez, on était avec Ruth Glénard, qui a été invitée notamment par les Los Angeles Lakers pour la Summer League, donc saison 2024-2025 aux États-Unis, pour le compte donc de la NBA. Merci. On se retrouve donc la prochaine fois pour un autre entretien. Allez, on va quand même tenter un bon truc. Merci.
passer à John Fitzgerald avec ce 3 points. On est d'accord qu'il se prend pour Stephen Curry. Stephen John Kerry, je dirais. Ça veut dire qu'il y a du talent. Donc, monsieur, au-delà des athlètes, il y a également le côté technique, les encadreurs, tout ça. On a vu avec Ruth qui a une belle expérience au niveau des États-Unis. Monsieur, on va faire une petite pause et puis on se retrouve derrière pour les 26 dernières minutes. J'espère qu'on va parler de on va revenir forcément dessus, puisque quand on parle de sport, il n'est pas seulement question des athlètes, mais il faut également parler des encadreurs et tout ce qui gravite autour du sport au niveau de Gabon. On fait la pause, on se retrouve derrière. Retour sur votre plateau de l'émission de l'actualité sportive Multisport 24, toujours avec mes invités, Freddy Koula, qui est président de l'Atlético Akanda, un club de football féminin, et Rodney Vono, rédacteur en chef. Au niveau de Gabon 24, monsieur... C'est ton ancien collègue. Oui, vous êtes tous mon ancien collègue, ça c'est sûr. Alors, il n'est plus notre collègue. On a vu cet entretien que nous a accordé Ruth Glenna, qui revient des États-Unis. Quand on parle aussi de la restauration, des institutions, quand on parle également, Rodney Vono, c'est aussi la question des encadreurs, la formation des formateurs. La formation des formateurs, elle est importante. Souvent, on a ce problème, c'est que nos encadreurs ne sont pas soit formés, soit bien formés. Aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir des modèles qui marchent. On a l'INSEP en France, ça marche. On ne forme pas, parce qu'il faut, au Gabon, on a l'ING, c'est vrai, mais il ne faut pas juste former des professeurs d'éducation sportive et physique. Il faut former des docteurs en sciences du sport. Il faut former on va dire, il faut avoir plusieurs travaux autour du sport. Le sport, ce n'est pas que les athlètes. Ce n'est pas que le jeu. Il y a la performance. Mais il y a des scientifiques. On analyse la performance. Mais comment on analyse? Mais il faut bien des spécialistes. Il y a des nutritionnistes du sport. Mais il faut que l'on apprenne cela. Il y a la médecine du sport. Aujourd'hui, on a une athlète qui est blessée pour 9 mois. Minimum. À Tora. Mais au-delà d'une simple opération, il y a qu'en sport, il y a la rééducation, mais derrière, il y a la réathlétisation du muscle. Parce qu'il faut permettre au muscle de nouveau avoir la charge de travail qu'il avait avant la blessure. Donc, il y a toute une mosaïque qu'il faut mettre autour des sportifs. Ce n'est pas juste la performance. Derrière, il faut savoir lire ce que l'on veut. Quels sont nos objectifs? Aujourd'hui, les JO 2024 sont terminés, mais des pays sont déjà projetés sur les JO 2028, bien sûr, notamment les États-Unis. Tous ceux qui sont trentenaires ou qui ont plus de 30 ans ne feront pas les Jeux Olympiques 2028, pour la plupart. L'équipe américaine... Le sport de haut niveau, quand on a 30 ans, on est vieux déjà. Oui, mais tout le monde n'est pas LeBron James, tout le monde n'est pas Messi ou bien Cristiano Ronaldo. Tout le monde n'a pas la prétention, bref, je ne rentre pas dans ce débat, tout le monde n'a pas la prétention de jouer jusqu'à 39 ans. Mais maintenant, comment on prépare cela? C'est souvent ce process-là que l'on n'a pas sous nos cieux. On a un athlète qui n'a pas été formé chez nous, mais il est formé ailleurs. Et ensuite, lorsque ça ne marche pas, on veut le rappeler. Ou bien on a des athlètes qui, pendant 3 ans, végètent, excusez-moi du terme, et puis c'est à un an des Jeux Olympiques qu'on cherche on a un athlète quelque part. Mais pourtant, aujourd'hui, si le Kenya, première nation africaine en matière de médailles aux Jeux Olympiques, a eu cette performance-là, ce n'est pas le fruit du hasard. Si aujourd'hui, c'est un Africain qui est le champion olympique en 200 mètres, ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait. Voilà. Si c'est un Burkinabé qui est champion du monde du triple saut, Hugues Zango, c'est qu'il y a un travail qui est fait derrière. Maintenant, comment atteindre les objectifs? Je crois qu'à ce niveau, en sport, ailleurs on dit ce n'est pas l'arrivée qui compte, c'est le voyage. Mais en sport, non seulement c'est l'arrivée, mais c'est le voyage. Qu'est-ce que l'on met dans toutes les étapes pour arriver à ce processus-là? Pourquoi on a les États-Unis chez les dames en basket qui sont 8 fois championnes olympiques? C'est parce qu'on a mis... En fait, on a respecté tous les process de la formation jusqu'au niveau professionnel. Freddy Koula, oui, justement, vous rebondissez sur cette question-là. En fait, la question, elle est centrale. Elle est même phénoménale. D'ailleurs,
Je salue d'ailleurs Ruth qui fait partie du lot de ces encadreurs débrouillards qui se débrouillent à trouver des formations à l'étranger. Elle n'est pas la seule. Hein. Je salue aussi le travail de la Fédération gabonaise de basket, Willy Aseko, qui a fait l'effort récemment aussi d'essayer de former des encadreurs en ramenant des experts internationaux pour venir donner quelques enseignements, parce que la vérité est sincèrement le gros problème, et c'est le chantier qui doit être le chantier principal du ministère des Sports et des directions techniques nationales. Et c'est vrai que les DTN sont tributaires et dépendantes du ministère des Sports qui, malheureusement, ayant fait le tour de quelques fédérations, le ministère des Sports n'alloue quasiment ou systématiquement aucun budget au DTN pour pouvoir former, développer et ensuite mettre à exécution les plans. Comment est-ce que nous, on s'en sort? Parce qu'en vérité, on est dans le bilan des 64 ans, c'est une chose, mais aussi, surtout, c'est le bilan de ce qui n'a pas marché et comment est-ce qu'on se projette. Justement. La force de toutes les grandes nations, et là c'est vrai qu'on cite les États-Unis, etc., mais c'est des pays développés, c'est des très très gros moyens, mais la force des moyens, comme des pays comme le Brésil, qui était un pays comme nous, à revenu intermédiaire il y a une vingtaine, trentaine d'années, la force des quelques pays qui se sont développés un peu à travers le sport, ils ont misé sur quoi? Ils ont misé sur les éducateurs, avec grand E, c'est le modèle français qui a été calqué par pas mal de pays. Les éducateurs. On n'est pas d'abord au niveau des entraîneurs, parce que quand on franchit le cap du professionnalisme, le cap de la compétition, c'est autre chose. Les coachs, les entraîneurs, etc., c'est l'aval. Mais en amont, il y a d'abord les éducateurs. Et qui forment les éducateurs? Ça, c'est la responsabilité des politiques publiques et de l'orientation des politiques publiques, notamment, on est là sur le cas échéant du ministère des Sports. Comment est-ce qu'on fait qu'aujourd'hui, si on va sur une priorité... Est-ce que vous pensez que c'est une question qui est banalisée au niveau de Gabon? C'est une question, elle n'est même pas banalisée, elle est ignorée et surtout, elle n'est pas priorisée. J'ai souvent tendance, et je l'ai dit d'ailleurs à plein des interlocuteurs et plein d'anciens ministres, j'ai toujours eu la chance d'en fréquenter quelques-uns, en disant le modèle, on revenait sur le football, le modèle d'investissement sur le foot professionnel, le modèle d'investissement sur le basketball aussi il y a quelques années où on injectait systématiquement de l'argent. C'est la personne qui avait compris d'ailleurs ce modèle-là, qu'il fallait inverser la pyramide, c'est Nicolas Sellé qui avait créé à l'époque le pôle cadet, qui au bout de 15 ans a réussi à faire, c'est son pôle cadet de Nicolas Sellé qui a réussi à faire en sorte que nous ayons sur les 10 dernières années une génération de valeurs phénoménaux. Elle n'a pourtant pas fait de magie, Nicolas Sellé. Elle a d'abord misé sur les formateurs, de bons encadreurs qu'elle a réussi à former. Elle a aidé quand elle était secrétaire générale au ministère, et même quand elle était présidente de la fédération, elle a misé. Et ensuite, derrière, en sortant de la fédération, elle a développé son pôle cadet avec un partenariat avec les écoles publiques comme le lycée Léamba. C'est ce qu'il faut faire. Il faut former ceux qui forment des gamins. Et ensuite, quand les gamins sont formés, il faut arriver à trouver ensuite le relais sur les entraîneurs qui derrière les insèrent dans des équipes ou dans des clubs. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que même si on priorise la formation, on les forme où? On les forme comment? Et d'où vient la question du coup des institutions ou même des écoles de formation, la question de l'INGS. À quoi sert l'INGS aujourd'hui? Et je l'ai dit il n'y a pas longtemps que l'INGS, on doit pouvoir... qu'on doit remodeler, revoir... Non, il faut refonder l'INGS. Deux choses importantes, on est dans la perspective, deux choses importantes à faire. En mon sens, j'ai fait un rapport il y a 6 mois sur le sport gabonais. Il faut arriver, à regarder de près l'INGS, à se demander aujourd'hui, d'abord, Institut de la jeunesse et des sports, ça ne veut rien dire. On forme quelle jeunesse? L'Institut de la jeunesse et des sports. Ça doit être un institut de sport, on reste dessus, institut de sport. Dans cet institut de sport-là, on intègre des disciplines universitaires indépendamment de disciplines autour de la pratique du sport, qui est l'EPS, etc. Donc, il faut arriver à la fois à l'INGS aujourd'hui ou demain à refonder l'INGS en sorte d'institut, c'est-à-dire universitaire, où on forme d'un côté dans les STAPS et de l'autre côté, on peut garder les formations initiales. Parce que les STAPS ont un rapport avec l'éducation physique et sportive. Oui. Et derrière, il faut des formations en communication sportive, en marketing sportif, en management de sport. Il faut des formations qui vont au-delà dans l'éducation de base, discipline par discipline. Il faut aujourd'hui que lorsque la Fédération gabonaise de football veut former des éducateurs par province, les relais qui sont du ministère des Sports, les relais des ministères des Sports, ce sont les directions professionnelles des sports. Il faut qu'aujourd'hui, le ministère des Sports se dise « Ah ben tiens, moi je vais former par exemple je vais former une vingtaine, cette année 2024, je vais former une vingtaine d'éducateurs en basketball. Le président de la Fédération gabonaise de basket fait la demande au ministère des Sports. Le ministère des Sports débloque des moyens pour que l'INGS arrive à récupérer sur une période courte, 1 mois, 2 mois, 3 mois, des éducateurs venus de toutes les provinces, même les vacances, pour les former à la pratique quotidienne du sport, de sorte que lorsque les DPS repartent en province, ils arrivent, eux, à faire de la formation pour les départementaux et les départementaux arrivent à faire de la formation pour quelques éducateurs dans des villages, etc. ou dans des écoles. assez long. C'est un processus
processus, il n'est pas long, il n'est pas si compliqué. C'est une question, de volonté, et c'est une question de vision. Le vrai problème de notre sport, et c'est là où parfois quelques présidents de fédération parlent pour des génies, alors qu'ils ne font que des choses de base. Il faut qu'il y ait des gens qui ont de la vision. Et les gens qui ont de la vision sont d'abord des gens passionnés. Et malheureusement, aujourd'hui, dans notre sport, on a peu de gens passionnés, on a davantage d'opportunistes, et c'est cela qui doit constituer la transition. Et c'est ça qui doit constituer la transition. Voilà, on l'espère. Le message est passé, Freddy Koulane. On va poursuivre justement avec le portrait de la semaine. On reste toujours dans le monde du basketball, qui est un peu à l'honneur aujourd'hui par rapport au football. On regarde et puis on se retrouve derrière. Sa transition de joueuse à coach de basketball a été naturelle. Elle a su se faire de la place dans un milieu souvent dominé par les hommes grâce à sa passion inébranlable pour le basketball. Elle a transformé chacune de ses équipes en véritable machine à gagner, mais surtout en une famille soudée, prête à tout pour atteindre ses objectifs. Elle, c'est le coach Mathilde Okomo, ancienne joueuse de basketball du Gabon. Hey, bonjour. Quand et comment a débuté votre carrière de coach de basketball? J'ai fait ma reconversion depuis 2014. Je n'ai pas commencé par le basket, j'ai commencé par le football, l'athlétisme, la natation, le volley et aujourd'hui, je suis restée au basket. Qu'est-ce qui vous a motivé à rester pour le basket? Je suis restée dans mes valeurs. Parce que moi, j'ai vécu déjà, pour la petite histoire, avec mes arrière-grands-parents. Ce sont eux qui m'ont élevée. Et dans le sport, j'ai toujours retrouvé ces mêmes valeurs-là. En tant que coach, j'emmenais U-Fresga, U16, aujourd'hui la GR. Je viens aussi en appui à plusieurs clubs parce que nous, les coachs, on est solidaires. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce partage-là qui vous a incité à vous reconvertir? Déjà, ma reconversion, je l'ai préparée. Je savais déjà, en tant que joueuse, ce que je voulais déjà faire. Pour moi, le sport m'a tout donné. Il fallait continuer à être sur les terrains, quitte à ce que j'ai pu avoir un bois et puis donner des cours quelque part assise. Dieu m'a donné le sens de la transmission. Je me suis dit, je tiens vraiment à contribuer au développement de mon pays par le sport. Et parlons des distinctions que vous avez eu à remporter. Bon, mes distinctions, j'ai plus particulièrement l'une d'entre elles ici. Je tiens vraiment à vous présenter personnellement à vous. J'ai rien à prouver à quelqu'un, mais personnellement vous, en tant que femme qui sait épanouir, qui sait donner de la force, qui sait être là pour des femmes sportives, pour vous dire, ça peut le faire. Oui, par le sport, ça peut le faire. Oui, par le sport, on peut changer beaucoup de choses. Et je tiens à vous présenter cette distinction particulière, mon trophée de meilleure joueuse du Gabon en 2000-2001. Ah, ce sont les autographes de beaucoup de supporters. J'ai dit ce trophée à mon coach formateur, qui sont deux, Patrick Rapambia et Didier Ngodjou. Ce sont des coachs qui ont cru en moi, qui ont vu en moi cette femme qui avait de la flamme, de la passion. Et quand j'ai reçu ce titre, et aujourd'hui je vois la femme sportive que je suis, la coach que je suis devenue, je suis le doublon de ces coachs qui ne sont plus de ce monde. Excusez-moi, c'est des larmes pas de tristesse, c'est des larmes de joie pour dire à ceux qui ne sont plus de ce monde qu'ils ont réussi. J'ai encore une autre distinction, c'est la fin de ma carrière où j'ai décidé d'arrêter. On dit souvent quand quelqu'un vieillit, il ne peut plus rien faire. Et moi j'ai dit non. C'est le sport qui vieillit. Parce que chaque jour, on a des nouvelles stratégies de jeu, on a de l'évolution, mais le joueur il ne vieillit pas. Parce que le sport se passe dans la tête, tout se passe dans la tête. Cette distinction, je l'ai eue en 2018. En tant que meilleure joueuse, meilleure marqueuse à la Coupe du Gabon. Ma distinction d'honneur, je tiens à remercier personnellement le président de la République, Brice Clotaire, Olivier Nguema, pour la confiance qu'ils font d'intégrer les femmes dans cette société. Aujourd'hui, je suis coach de la GR. Aujourd'hui, j'ai pu amener
une victoire du challenge du président de la République et j'ai été honorée par cette médaille d'honneur parce que j'ai servi le Gabon. Aujourd'hui, je dis merci. Merci à tous. Merci à la population parce que sans vous, nous ne sommes rien. Merci aux médias. C'est simplement vous dire, ma joie, elle est énorme. C'est des choses qui ne s'expliquent pas. Ça se vit simplement, on le dit dans le sport. À la question de répondre, peut-on vivre de son rêve au Gabon? Moi, je vous dirais oui. Et le portrait de Mathilde Okomo en est un exemple parmi tant d'autres. À très bientôt pour un nouveau numéro du portrait de Multisport 24. Mathilde Okomo, on ne va pas revenir sur la question justement de comment ça s'appelle, parce qu'elle était joueuse, aujourd'hui elle est coach, donc la reconversion, ce n'est pas le débat de ce soir, mais Rodno Vono, c'est quand même bien de voir que des gens comme ça restent toujours dans le milieu et dans la sphère du sport. Elle a été capitaine d'équipe nationale, aujourd'hui elle est coach. Oui, on en a besoin. On en a besoin parce qu'on a besoin de transmission, on a besoin de transmettre. Malheureusement, il y a beaucoup d'athlètes gabonais qui ne se sentent plus concernés par la question du sport. Et beaucoup disparaissent même. Peut-être aussi parce que peut-être à cause aussi de l'environnement. Et lorsque vous avez... moi, c'était mes premiers Jeux olympiques en tant que reporter. Il y a des pays qui ont emmené des anciens sportifs dans la délégation. Ces pays-là, ces sportifs ont été pris en charge par les fédérations, bien les comités olympiques, les comités nationaux olympiques. Donc, n'étaient pas forcément dans le giron du CIO. Mais pourtant, ces athlètes ont accompagné les sportifs qui concouraient. Parce que derrière, après, lorsque les JO, c'est la concrétisation d'un rêve. Mais avant le rêve, comment on travaille. J'ai vu l'Association internationale de la presse sportive, durant son centenaire, remercier des journalistes sportifs, mais surtout pas mal d'athlètes qui ont été champions olympiques, champions du monde, qui ont gagné les Jeux du Commonwealth, même des Africains qui ont remporté les Jeux africains. Alors, comment on capitalise ce genre d'exploit-là? Voici une athlète qui dit « Je remercie le chef de l'État ». Mais ce n'est pas forcément parce qu'elle était basketteuse, mais c'est parce que derrière, elle transmet. Aujourd'hui, elle est entraîneur du club de basket de la OGR. On n'est pas faire de la publicité. On n'est pas fait de la publicité. C'est un club de foot, ce n'est pas de la pub. Il faut le droit de parler d'association. Ils sont dans le foot, ils sont dans le basket. Ouais. C'est un club d'abord au OGR et Omnisport. C'est vrai. Et ils font de la formation. Ils font beaucoup de formation. Vous allez vous rendre compte que dans les compétitions d'arts martiaux, taekwondo, judo, généralement, ils finissent en tête. Si ce n'est pas le Britannique militaire, en taekwondo, c'est la OGR. Donc, ils ont compris qu'il faut marathon, former. ils sont souvent les premiers. Au marathon, ils sont souvent les premiers Gabonais. Ouais. Généralement, après les spécialistes du 42,195, on a des Gabonais derrière. Non, mais pour rester sur la thématique de... Ce n'est pas de la reconversion, mais de la considération vis-à-vis des athlètes. Moi, j'ai de la chance d'avoir été le week-end dernier lors de la finale, la belle finale du Corporate Championship organisée par la structure privée et surtout chapeautée par Paul Ulrich Kessani et toute son équipe, Jadou Mbumba et Eric Moudungi, que je salue au passage. Vous savez, il y a eu José Okocha et Malouda qui étaient là, mais au-delà de la symbolique de la présence de ces méga stars-là, la présence du président de la République qui était là, qui est venu pour le match de gala d'abord en premier, il a dit qu'il ne pouvait pas, en arrivant, il disait je ne pouvais pas rater le match de DJ Okocha. J'ai vu aussi le regard qu'il avait vis-à-vis des anciens. C'est là que ça devient fondamental et le parallèle avec Mathilde est important. C'est que le président actuel, c'est vrai qu'il n'a pas encore pour l'instant déroulé tout son plan du développement sur le sport. C'est peut-être le dernier secteur sur lequel il a mis le cœur, mais on sait qu'il mettra les organes bientôt. Il est venu avec son maillot grand sportif, il est venu avec son maillot des Panthères, le président de la transition, avec une belle Jordan. Mais au-delà de ça, le regard qu'il avait vis-à-vis des anciens, chaque fois qu'il s'arrêtait, moi j'ai eu la peine et j'ai fait un Facebook Live, j'étais à côté au bord de la pelouse, ça m'amusait. Chaque fois qu'il s'arrêtait devant un ancien, j'avais l'impression qu'il donnait l'historique de l'ancien. Il s'est arrêté
devant Ginzeng, il lui a dit à quel moment ils sont vus. Il s'est arrêté devant Étienne Kassangoma, j'ai vu comment il regardait Kassangoma, qui a vécu à Port-Gentil, ancien Capi, qu'il a vu à Port-Gentil parce que le président a vécu à Port-Gentil. Bref, cette considération-là doit pouvoir être matérialisée par un canevas d'accompagnement qui, là aussi, est lié à la politique publique et à la place que doivent occuper les anciens. Je me réjouis d'ailleurs dans certaines sélections nationales. En football, ça a été le cas récemment avec Thierry Mouyouma en venant, qui a voulu qu'il y ait des anciens, que ce soit Moulungi, que ce soit Dieudonné Londo et le reste. Dans d'autres sélections aussi, il y a des efforts qui sont faits en sélection nationale pour ramener les anciens. C'est comme ça que beaucoup de sélections sportives en Afrique notamment ont réussi à faire des exploits. Souvenez-vous de ce que les Ivoiriens, moi j'étais en Côte d'Ivoire, on y était, de ce que les Ivoiriens ont fait. Lorsqu'ils étaient en situation d'échec et qu'ils ont mis Emers Faye, ils ont ramené un état-major d'anciens. Mon ami Bonaventure Kalou était autour, beaucoup d'anciens sont venus, ils ont ramené une sorte de force, de vécu et de caractère à cette équipe-là, et dans la transmission des jeunes et des anciens, ça crée une dynamique positive. Toujours mais important ça doit d'avoir les s'encadrer. anciens autour de Il ne faut soi. pas il faut surtout pas créer une frustration qui est liée à un service rendu qui n'a pas été récompensé. Aujourd'hui, beaucoup d'anciens, et je peux vous le dire, beaucoup d'anciens qui ont fait la fierté de notre pays, pas envie. Je veux te dire, et les gens le savent, ils le voient, qu'il s'agisse de Port-Gentil ici, à Ouihem, mais dans plein de villes, il y a beaucoup trop d'anciens sportifs qui sont en galère et en guillemets, excusez-moi de l'expression, dans la merde. Il faut arriver à leur sortir de cette galère-là, de les sortir de cette galère-là. Et je salue d'ailleurs, le président a tendu la perche en étant au Corporate Championship. Il a dit que très bientôt, il va recevoir les anciens sportifs et les anciens footballeurs au palais pour pouvoir discuter des perspectives. Ça aussi, ça apportera certainement une plus-value. Quand on aura considéré les anciens... On l'espère également, Freddy Koula, malheureusement, on va pratiquement vers la fin. Totalement. Il faut bien que l'on parle du sport 64 ans après. Les championnats sont à l'arrêt, tout à l'arrêt. On voit quand on parle de sport au niveau de Gabon, il n'y a presque rien qui marche. Rodnan Vono, alors que nous sommes en train d'aller à la fin de cette émission, peut-être quelques pistes de solutions pour pouvoir faire renaître le sport au niveau de Gabon. Freddy Koula l'a dit à l'entame, ce n'est pas le talent qui manque ici. Mais il y en a partout, puisque chaque vacances, on a de nombreux, des milliers de tournois à travers le Gabon, dans les quartiers des arrondissements. Moi-même, j'organise un tournoi à Moabi en ce moment. Voilà, donc il est devenu organisateur de tournoi. De la jeunesse, Nyonda Makita. Plus sérieusement, vous voyez, ça veut dire que on cherche la pépite. On cherche, si je veux dire ainsi, l'oiseau rare, ou du moins la perle rare. Pas mal. Voilà. Mais comment accompagner ces enfants? Justement, une fois on les trouve, et après? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi au Gabon, on a mis la charrue avant les bœufs? C'est quoi? C'est de privilégier le sport professionnel et de laisser le sport amateur. Mais on ne peut pas abandonner le sport amateur. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous allez sur les terrains de basket, vous allez sur les tatamis, vous allez sur les terrains de foot, ce sont des étudiants qui sont des sportifs. Ce sont des étudiants qui, chaque week-end, se battent entre leurs études et le sport. Mais pourquoi ne pas les accompagner? Pourquoi ne pas faire un système de sport-études? Pourquoi ne pas alléger les sportifs? Jean-Vingui Mamouba le faisait au Lycémba. Moi, je n'ai pas appris au Lycémba, ma soeur apprenait, mais des anges ABC, j'avais un ami qu'on appelait Jerry, très bon joueur de foot, mais lorsqu'il allait en compétition internationale, s'il vous plaît, il était déjà international U20. Mais qu'est-ce qu'on faisait? Les cours qu'il avait ratés, il les avait ratés. Il avait un très beau pied gauche, Jerry, en plus. Il connaît, donc. Mais pourtant, il n'était pas sanctionné. Là, c'est un cas parmi tant d'autres. Parmi toutes ces personnes qui ont joué pour les Anges ABC, pour ces personnes qui ont joué pour Capo. Mais comment faire en sorte que les sportifs se sentent à l'aise dans ce qu'ils font? Parce que si vous avez un sportif qui a une rencontre et puis qui n'est même pas protégé par son propre établissement, soit il va laisser le sport, soit il va laisser les études. Il faut que l'on permette d'allier les deux, sport et études, parce que ça marche partout. L'un des plus beaux modèles, c'est la France et surtout sont les États-Unis. Même si on parle de pays développés, mais ça reste quand même des beaux modèles à suivre. Quelque part. C'est des modèles à suivre. Après, on les met juste à notre sauce et puis on contextualise pour permettre à nos jeunes de démarrer. Parce que là, je suis désolé, en temps de transition, il faut que tous les championnats redémarrent pour permettre, parce qu'on a des Olympiades, on a ceux qui veulent aller aux Jeux Olympiques, on a les compétitions africaines, on a nos U23 en football, que ce soit en basket ou bien dans d'autres disciplines de sport collectif, qui sont à l'arrêt. Donc, on ne participe plus aux éliminatoires parce qu'on n'a pas de championnat. Il va falloir que quelque chose soit fait. Et très rapidement, Freddy Koula, peut-être... Oui, Gaël, c'est vrai qu'il nous reste 3 petites minutes, mais en réalité, je corrobore parfaitement le propos de Rodney, si tu me permets.
En réalité, aujourd'hui, notre sport, il faut arriver à revenir aux fondamentaux. Tout le monde le dit, c'est vrai. Mais on ne pourra pas revenir, et ça les gens doivent le comprendre, on ne pourra pas revenir au modèle de l'AS Sogara de l'époque où, évidemment, il y avait eu une envie de faire en sorte que les sociétés créent leur club. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Le modèle et le développement de la FIFA encouragent que les associations elles-mêmes soient indépendantes et que derrière, les entreprises viennent se greffer aux organisations et aux associations. Première chose. Là, on est sur la professionnalisation, on est sur le développement du sport d'élite et le développement du sport de haut niveau. Mais le fondamental du développement de notre sport dans notre pays, historiquement, plus qu'on est dans le bilan, ça a été à la fois le foot amateur. Donc on parlait là des compétitions de quartier. Aujourd'hui, quand vous parcourez les rues de Libreville ou d'Akanda en après-midi, combien d'enfants vous voyez dans les rues en train de jouer? Presque tous les terrains de sport et les terrains de proximité sont aux mains, entre guillemets, des Libanais ou je ne sais pas de qui a construit. On a mis plein de bâtisses de privés aux endroits où les enfants pouvaient s'épanouir et se développer. Donc, à Libreville seulement, il y avait 2 pôles de développement des plus grands talents. Il y avait là, derrière l'hôpital, avec le stade Omnisport autour des enfants qui jouaient. On a plus il y avait d'énormément de Quelle talents. solution, justement? Quelle solution? La solution, c'est on est dans la réforme des institutions. Oui. Il faut renforcer les structures de développement de ces sports-là. Première structure de développement de ces sports, c'est d'arriver à renforcer ce qui a été la renaissance dernièrement par le président de la transition, les Jeux OCSU. Il faut déjà que l'Office des sports scolaires renaisse. Il faut une organisation, il faut un budget à l'Office des sports scolaires pour qu'elle renaisse et que derrière, ce soit elle qui prenne en main les Jeux scolaires, l'équivalent des mini-Jeux olympiques. Aussi, il faut arriver à donner énormément de moyens et à structurer le travail qui est fait par le ministère de l'Éducation nationale qui, en fait, fabrique en amont les Jeux scolaires parce que c'est elle qui, au cours de l'année, organise les compétitions avec les directions professionnelles de sport. Il faut aujourd'hui que le ministre des Sports sache qu'il arrive à nommer les DPS parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'intérimaires dans les directions professionnelles des sports et il faut les former à la politique de développement futuriste de notre sport. Ensuite, quand on a fini sur le fondamental, c'est-à-dire des Jeux scolaires, de développement des championnats universitaires, on revient ensuite sur le sport amateur. Comment est-ce qu'on finance les ligues? Comment est-ce qu'on les rend autonomes? Comment est-ce qu'on les équipe? Et c'est là où on vient sur le plan des infrastructures. Il faut que l'héritage des infrastructures que nous avons, en plus du plan de développement des infrastructures que le président veut aujourd'hui, parce qu'à Tchibanga, à Mouila, j'ai de la chance d'avoir été, pas à Mouila, à Tchibanga, à Moabi, quand il a fait la tournée, le président veut qu'il y ait dans chaque ville des plateaux sportifs. Mais ça ne suffira pas si et seulement si il n'y a pas derrière une politique pour pouvoir emmener ces enfants à pratiquer régulièrement du sport, à les encadrer et à mettre un peu de merci, moyens. on sait que vous avez beaucoup à dire. 52 minutes, ça passe très vite. On aura le temps de vous inviter peut-être pour un autre plateau. La dernière fois que je suis venu, ça faisait justement, on va parler du développement du sport et toutes les solutions qu'on peut beaucoup. apporter autour afin que le sport au niveau du Gabon essaie de de base, au mieux. devrait avoir mais plus de temps également, pour en puisque parler. ce n'est pas le talent qui manque au Gabon, Multisport 24, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Freddy Koula, je rappelle qu'il est le président de l'Atlético Akanda, avec lui sur ce plateau, Rodnan Vono, rédacteur en chef à Gabon 24. Messieurs, merci d'avoir été nos invités sur ce plateau de Multisport 24. On se donne rendez-vous lundi avec de nouveaux invités. Peut-être pas Freddy Koula, mais avec un nouveau thème. Ciao, ciao.